Alors nous allons aujourd'hui parler astrologie. Si ce terme nous est familier, la connaissance que nous en avons, en revanche, se résume bien souvent aux horoscopes des magazines. Mais l'astrologie ne saurait se réduire à cela. Alors qu'est-ce que l'astrologie? Une superstition, une croyance, un art, une science, une sagesse? Pour répondre à ces questions, nous allons avoir pour guide André Barbeau. Peu connu du grand public, André Barbeau est une sommité dans le monde astrologique. Il est en quelque sorte le père de l'astrologie mondiale. En effet, ses travaux, qui font autorité, ont permis à l'astrologie de sortir du placard à balai de la sorcière, de se libérer des superstitions qui la parasitaient. Le traité pratique d'astrologie d'André Barbeau était devenu un grand classique. Et tout astrologue digne de ce nom a eu un jour ou l'autre un livre d'André Barbeau entre les mains. Aujourd'hui, âgé de 87 ans, c'est donc un très grand honneur qu'il nous fait en acceptant de répondre à cette série d'entretiens qui portera sur deux thèmes, l'astrologie individuelle et l'astrologie mondiale. Mais avant d'aborder le sujet central de l'intervention, j'aimerais qu'on revienne aux origines de l'astrologie. Comment le processus astrologique s'est-il élaboré? Comment l'astrologie a-t-elle pris naissance, en fait? Sa lointaine histoire commence avec la réflexion de l'homme sur son rapport avec l'univers. De bonne heure, il interroge le monde et il s'interroge sur lui-même en liant ces deux interrogations. Par ce croisement s'introduit une sorte d'effet miroir qui fonde une interrelation. Le cosmos renvoyant à l'être humain une image de sa personne où règne une unité de la vie. Alors donc, ça reviendrait à dire que l'homme est habité par le processus astrologique, si je te suis bien? C'est de là, en tout cas, que vient l'intuition philosophique qui la fonde. Le un est dans le tout, comme le tout est dans l'un. En une osmose d'univers anthropomorphe et d'humanité astralisée. Le macrocosme, ou grand monde céleste, est comme le microcosme, ou petit monde humain. Les galaxies du premier, allant plus tard, se présentaient face aux milliards de neurones du second, en une interdépendance relative de toutes leurs parties respectives, tel, en quelque sorte, l'accouplement d'un dehors et d'un dedans. Vous avez sous les yeux cette figure énigmatique du musée hermétique, venue de l'Utriusque Cosmi de Robert Flude, 1617, qui juxtapose visage humain et champ solaire. Il n'y a rien de plus éloquent pour exprimer l'âme humaine sur fond d'univers, la psyché y étant un central foyer de vie en diffusion infinie. Aussi petite et éphémère que soit toute existence humaine, sa condition n'en est pas moins celle d'un ego au centre du monde, allant jusqu'au bout de soi-même. On conçoit ainsi que c'est parce que l'individu vit au plus profond de soi la phénoménologie de l'astrologie qu'il l'habite, que celle-ci accède en quelque sorte à sa conscience, portée qu'elle est par une idée-force, une certaine foi, si vous préférez, source toutefois d'un vrai savoir sur soi-même qui est à construire. Donc là, nous baignons dans la sphère de l'inconscient humain, avec ce que les psychanalystes appellent le phénomène de l'identification affective sous ces deux processus complémentaires de projection et d'introjection par lesquels nous sommes fondus dans le monde, n'est-ce pas? Les anciens ignoraient pourtant ce monde de notre nuit intérieure, mis en lumière par Freud, mais s'ils ne l'ont pas expressément évoqué, tout se passe comme s'ils l'avaient connu ou pressenti. Mieux, comme si ce monde interne leur avait pleinement parlé. Voici par exemple ce carré avec ses diagonales de Cornelius Agrippa, 1485-1535, où l'homme est une géométrie insérée dans l'architecture du ciel. Ici, l'âme humaine, figurée par un corps en expansion, se projette sur le monde et est campée à la dimension du vaste univers, tel l'homme psychique dans le cosmos. Puis, à côté,
Avec le pentagone humain, l'homme devient une étoile à 5 branches qui contient l'ordre du système solaire. L'âme humaine y introjecte le monde, univers ainsi miniaturisé à l'échelle de sa personne. Tel est ici le cosmos dans l'homme psychique. L'iconographie astrologique abonde en reproductions accouplées. D'une façon ou d'une autre, l'homme est le monde. Telle cette planche alchimique de Michael Mayer, 1618, où l'homme et la femme s'astralisent. Le premier en s'assimilant le soleil et la seconde en s'incorporant la lune. Mais aussi, par démarche complémentaire, le corps céleste se voit humanisé, comme en rend compte cette image populaire du croissant lunaire à visage humain. C'est donc doublement que le cosmos est immanent à l'être humain, et c'est à ce niveau profond que l'astrologie établit le pont dans la dialectique de l'externe astronomique et de l'interne humain, là que réside l'union symbolique du signifiant et du signifié. Mais alors, ne sommes-nous pas là au cœur du symbolisme humain qui repose sur la loi des correspondances universelles? Toute la riche iconographie artistique de l'astrologie révèle que son symbolisme, loin d'être une fantaisie fortuite, remonte à la source de l'inconscient collectif. Ainsi y voit-on à l'œuvre notamment le processus psychanalytique de la condensation qui fusionne des valeurs intrinsèques étrangères en une conjonction d'originale facture, traitement duquel procèdent les créatures de chimères de la mentalité primitive et les dieux de la mythologie comme les fantaisies de la créativité du rêve, de l'imaginaire, de l'affectivité, de l'art. Langue maternelle de l'instinct qui s'adresse en direct au cœur et aussi langage du vécu de l'âme. Certains signes zodiacaux en procèdent, tel ici le Sagittaire qui assemble le cheval et l'homme en centaure et le Capricorne, Pan converti en chèvre, soudé au Triton à queue de poisson. Le zodiaque est le test de Rorschach de l'humanité enfant, disait Gaston Bachelard. À travers ce langage, l'astrologie apparaît comme un système créé par l'âme humaine, pour l'âme humaine. En elle, l'homme, en quête d'une signification de sa personne, tente de déchiffrer sa psyché comme un reflet de l'ordre naturel, en découvrant sa propre configuration à travers la figure de l'univers, qui est son miroir. Certains ont pensé, avec Jung, que l'astrologie avait été la psychologie des profondeurs des anciens. Une tradition fait même état d'une psychologie astrale sui generis d'ordre cosmosophique, psychologie spirituelle ou sacrée, interprétant en l'homme la présence des anciens dieux, puissance divine, céleste ou angélique, en tout cas assimilable aux forces vitales se mouvant en son sein, leur langage astral étant le verbe parler des phénomènes naturels, celui des signatures par lesquelles s'ordonnent les relations de toutes les composantes de l'univers. L'âme humaine étant d'essence anthropo-cosmologique, c'est en tout cas sur la scène de ce théâtre intérieur, inconscient collectif et inconscient individuel, que se tissent les liens du macrocosme et du microcosme. La puissance du psychisme humain en est le ressort. L'affectivité humaine, à travers ses transferts, en constitue l'étoffe et le double processus d'identification, son mode relationnel. D'accord. Alors donc, comment s'opère le déchiffrage de cette grammaire céleste, André? Eh bien, interpréter les phénomènes célestes pour l'astrologie, c'est précisément lire une écriture du monde dont la trame se prête à une transcription en langage de vie humaine. C'est donc ce qu'on appelle le langage astral. Hein. Et donc, à quelle
catégorie de vie cela se réfère-t-il, ce langage astral? À la source du savoir astrologique, ce sont les éléments de la nature qui servent d'intermédiaires, qui s'emploient au passage de l'un à l'autre. Les 4 éléments de la matière, liquide, gazeux, incandescent et solide, renvoient à une nature humaine qui est elle-même aqueuse, aérienne, ignée et terreuse. Cette incorporation du tissu naturel est complétée par les états qui les fondent, à savoir bien sûr le chaud et le froid, avec le sec et l'humide, état d'ailleurs sujet aux variations diurnes, mensuelles et annuelles du calendrier astronomique. Ces éléments font office de médiateurs entre l'homme et le ciel. En cette entrée en matière, l'être humain se découvre relié aux astres dans la mesure même où il participe à la vie des éléments dans la nature. C'est en quelque sorte en se naturant qu'il se cosmicise, ou encore, si vous voulez, sa cosmicité prend corps au tissage d'une nature humaine. Aujourd'hui, on invoque les constituants de l'hydrogène, l'oxygène, l'azote et le carbone. Ce renouveau moderne confirme la valeur de la source ancienne qui n'en paraît pas moins ringarde à bien des astrologues scientistes, mais la souche première vous a maintenant un charme écologique. Ne sommes-nous pas d'abord les fils de la nature? La langue de celle-ci n'a pas dit son dernier mot, je suppose. Voici d'ailleurs une gravure du cosmos astrologique venue du calendrier des bergers, 1493. Elle pose la cité terrestre au centre de la sphère céleste, son fond sidéral lointain étant tapissé des signes zodiacaux. Or, entre sa position centrale et les 7 cercles qui représentent les planètes traditionnelles qui s'y déploient, se loge l'environnement immédiat des éléments avec 3 couronnes représentant l'eau, l'air et le feu, la Terre s'identifiant à notre propre espace central. Comment ces éléments ne seraient-ils pas en première ligne médiateurs entre l'homme et le cosmos? André, on va revenir maintenant, si tu veux bien, sur un terrain plus pragmatique, si je puis dire, le terrain du praticien. Alors comment l'astrologue intègre-t-il tous ces matériaux, toutes ces connaissances dans sa pratique astrologique maintenant? Revenons un peu aux origines. Dans son Tétrabiblos, où il transmet le savoir des anciens, au second siècle de notre ère, Ptolémée institue le principe premier d'un tempérament planétaire, distinctif de l'individu, avec son caractère spécifique, tenant des catégories naturelles que nous connaissons déjà. Et il le fait en référence à la typologie d'Hippocrate, qui est la première typologie humaine dont la fortune est quasi venue jusqu'à nous. De l'eau est issu le tempérament lymphatique sous la signature lunaire, avec sa nature flegmatique, contemplative, rêveuse, imaginative, émotionnelle, affective. De l'air se présente en particulier avec Jupiter le tempérament sanguin, sensoriel, expansif, euphorique, consommateur, ambitieux, autoritaire. Avec Mars surtout s'affirme l'être de feu, du milieu, actif, colérique, passionné, dynamique, conquérant, combatif, alors que la Terre, du tempérament nerveux, prime avec le froid et sec Saturne, être concentré, intériorisé, profond, grave, etc. Bref, c'est toute une caractérologie qui se dresse devant nous, ce qui n'est pas loin d'apparaître comme la naissance de la psychologie. Alors, on peut naturellement avoir recours à des catégories modernes pour fonder le clavier de ce symbolisme planétaire. Et l'on ne s'est pas privé d'user de nouvelles références qui ont leur valeur, en courant toutefois le risque d'une rationalisation appauvrissante. Mais la tradition ne lègue-t-elle que ce seul recours aux éléments, ou y a-t-il autre chose, André? Alors, pour compléter sa typologie, elle adjoint à l'ordre élémental les propriétés qui découlent de la répartition des astres dans le planétaire, du plus proche au plus lointain de notre Terre,
Ainsi, la cinétique des âges typiques de l'existence est synchronisée au rythme des planètes visibles du système solaire. La succession de ces tranches de la condition humaine, allant de l'astre le plus rapproché et le plus rapide qu'est la Lune, à l'astre le plus éloigné comme le plus lent qui est Saturne. De fait, le type lunaire baigne dans son enfance et la prolonge en lui, autant que le saturnien, à l'inverse, naît parfois vieux, portant en lui quelque chose de prématurément âgé. Le septenaire traditionnel a aussi accompagné divers claviers, comme celui qui lui attribue les péchés capitaux, la paresse avec la Lune, l'envie avec Mercure, la luxure avec Vénus, la colère avec Mars, la gourmandise avec Jupiter et l'avarice avec Saturne. Alors une question, André, là je change un petit peu. Pourquoi ne reposer le travail astrologique sur le jour de conception, la conception, plutôt que sur le jour de naissance? Est-ce que tu pourrais nous expliquer cela? Est-ce que la conception ne serait pas plus recevable que le jour de naissance? Naturellement. Le sujet a été débattu déjà depuis Ptolémée. Le commencement de l'homme, disait-il dans son ouvrage, est le temps où il a été conçu, car c'est en lui que dérivent les autres commencements. Mais on ne peut œuvrer sur sa date qui est généralement inconnue. À défaut de savoir, nous devons nous rabattre sur le second commencement, il en est un aussi, qui est la venue au monde, la naissance. Malgré ce report, le lien qui existe de l'un à l'autre achemine les astralités de celle-ci en concordance avec le point de départ. Ce jugement était spéculatif jusqu'à récemment, mais depuis, il est accrédité par des bilans statistiques qui sont impressionnants. Donc là, tu viens de lâcher le mot statistique, et donc ça nous ramène aux travaux de statistiques de Michel Gauquelin, qui au départ était plutôt, je crois, assez critique, avait une vision assez, je dirais, défavorable de l'astrologie, mais au vu des résultats statistiques qu'il a obtenus, notamment sur le plan d'hérédité, il a quand même complètement changé d'opinion. Absolument. Gauquelin s'est livré, dans les années 70, à une exploration portant sur plus de 30 000 cas, concernant la comparaison des positions astrales entre parents et enfants. Et il a rencontré effectivement un phénomène de répétition, à savoir que lorsqu'un père ou une mère porte à la naissance le lever à l'horizon d'une planète ou sa culmination au milieu du ciel, l'enfant a tendance à naître également soit au lever, soit à la culmination de la même planète, ce qui rend compte de la transmission héréditaire d'un tempérament planétaire commun. Autrement dit, un parent lunaire ayant un enfant lunaire, etc. Derrière Gauquelin est venu, à la fin du siècle dernier, Didier Castille, qui lui, disposant des ressources de l'INSEE, a testé la population française dans le cas des mariages et des naissances. Et dans son cas, on en a vu se manifester le phénomène de rencontre astrale dans le zodiaque qu'on appelle la conjonction. Le soleil de l'un s'unissant au soleil de l'autre à une même date du calendrier. Ainsi, d'abord, du lot de 6 millions, des 6 millions et demi de mariages français contractés au cours des décennies 76-96, les mariages s'accroissent à mesure que se rapprochent les anniversaires de naissance des époux, si bien que le maximum d'union se présente, voire le mouvement en ligne centrale, le maximum se présente lorsque le mot fait tilt, les conjoints célèbrent ensemble leur anniversaire le même jour du calendrier. Cette conjonction Soleil-Soleil se prête ainsi à l'expression d'un attrait narcissique du semblable qui pousse précisément à l'accouplement. Du lot de 15 millions d'enfants nés en France entre 77 et 97, un phénomène identique s'opère lorsque le couple engendre. Des mêmes unions sont nées d'autant plus de naissances que les accouchements se sont rapprochés
de l'anniversaire de l'un ou l'autre parent pour tomber. C'est toujours ce mouvement en ligne centrale, la conjonction au centre, sur un maximum de parents, enfants, nés le même jour de l'année. Cette nouvelle conjonction Soleil-Soleil entre l'un et l'autre exprime une reproduction du semblable de la parenté, telle une souche commune de même espèce. C'est d'ailleurs de la sorte qu'il existe un nombre important de couples qui sont du même signe zodiacal. Quand on met horizontalement et verticalement les signes zodiacaux des naissances, il y a une diagonale qui fait que les naissances se rassemblent sur un même signe zodiacal. Et ceci est très significatif parce qu'en France, par exemple, le maximum de cas relevés représente un père, taureau, une mère, taureau, ayant mis l'un et l'autre au monde un enfant, taureau. Ça fait beaucoup de taureaux. Hein. Oui, oui. Alors donc, tout ce que tu nous dis là valide, en fin de compte, le fait qu'on retienne le jour de naissance. D'autant plus que Gauquelin a obtenu d'autres résultats statistiques sur cette même base concernant la valeur du symbolisme planétaire. Dès la naissance de l'astrologie est apparue l'importance première du passage de la planète à l'horizon et au méridien, en particulier à son lever, à l'ascendant, et à sa culmination supérieure au milieu du ciel. On vient d'en voir la manifestation avec la transmission du même phénomène de parents à enfants. Or, c'est cette position planétaire qui se présente généralement comme la plus puissante contribution à conférer la signature planétaire aux natifs, ainsi faits lunaires, mercuriens ou vénusiens, etc. Précisément, ce que montre ce tableau général, c'est que des concentrations à ces angles du ciel sont effectivement observées en conformité de la nature de la planète et de la profession correspondante. Mars se trouvant dominant chez les champions sportifs et les chefs militaires, Vénus chez les artistes, Saturne chez les savants, etc. Si je te comprends bien, ça veut dire que l'astrologie est donc avant tout planétaire. Alors, dans cette histoire-là, que devient le zodiaque? Puisque on ne parle que du zodiaque. Dans le langage populaire, on parle du taureau, du scorpion, mais on ne parle pas de Mars, de Jupiter et de Vénus. Et à t'entendre, ce sont les planètes qui prévalent sur les signes. Ah oui. Il est bien vrai que le zodiaque ne vient qu'en dernière position, derrière les corps célestes qui se meuvent autour de nous en un ballet de configuration infinie qui constitue la matière vivante de notre cosmos. Reste qu'il n'en est pas moins que la toile de fond de la tapisserie zodiacale sur laquelle se meuvent nos astres apporte ces tonalités appréciables. Nous lui devons surtout le cours annuel du Soleil, l'astre central, se déplaçant sur sa piste de l'écliptique en raison de 1 degré par jour et faisant donc le tour des 360 degrés du cercle dans l'année, passant par tranches mensuelles d'un signe à l'autre. Tous les ans, il passe au plus bas du ciel, au solstice d'hiver, à l'entrée du Capricorne, règne bien sûr de la nuit et du froid. À l'équinoxe du printemps, le 21 mars, il entre dans le bondissant bélier, tête en avant, pour ensuite franchir le solstice d'été, à l'entrée du Cancer, plénitude de la lumière et culmination de la chaleur, arrivant finalement à l'équinoxe d'automne, avec l'entrée dans la Balance. Oui, mais alors dis-moi, j'ai une question, parce que il y a une grande critique qui est émise par nos amis astronomes, nos amis astronomes, comme quoi le zodiaque est faux à cause d'un décalage qu'on appelle la précession des équinoxes. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot là-dessus? Alors, s'il y a un zodiaque des signes, comme nous venons de voir, il y a aussi un zodiaque des constellations, groupement d'étoiles coiffant ceux-ci, ayant reçu il y a 2 millénaires leur nom parce que chaque constellation, en rapport avec le signe, se superposait l'une à l'autre. Depuis lors, un glissement venu d'un mouvement de la Terre a fait que tout est maintenant décalé de l'un à l'autre. Or, en portant une accusation de fausseté du zodiaque, nos adversaires se trompent de cible, car le fondement de la symbolique zodiacale ne repose nullement sur ces constellations
qui sont d'artificielles compositions d'étoiles se prêtant à tout et à rien. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que l'on a représenté le signe du Cancer par une écrevisse animale se déplaçant à reculons, parce que quand le soleil entre dans ce signe, au solstice d'été, le soleil se met à décliner dans un recul de latitude nord. Non plus d'ailleurs que le Capricorne par une chèvre grimpante pour symboliser la remontée hivernale de la lumière. L'entrée en Balance également consacre l'égalité des jours et des nuits, etc. Et cet ordre zodiacal est invariable, il est de tous les temps. L'astrologie, c'est un fond de savoir de l'humanité. Il y a des différentes astrologies, il y a l'astrologie chinoise, l'astrologie hindoue, par exemple, travaille avec ce qu'on appelle l'astrologie sidérale. Donc elle tient compte de ce décalage. Alors qu'est-ce que tu en penses? Ça m'embarrasse, la question m'embarrasse. Oui, elle t'embarrasse, oui, mais alors... Je suis un occidental, je suis né et je vais mourir dans l'astrologie occidentale. Peut-être y a-t-il des valeurs symboliques attachées aux constellations, mais si nos collègues asiatiques utilisent les constellations, eh bien, ils utilisent les positions des constellations qui correspondent à la réalité. Voilà tout. C'est tout ce que je peux dire. Voici pour nous le thème de Napoléon, que l'on sait venu au monde à Ajaccio le 15 août 1769, entre 11h30 et midi. On entre aussitôt dans cette figure en situant le nouveau-né au centre de la sphère céleste, ici aplati en cercle, ainsi posé à l'endroit du point central sur son sol natal, représenté par la ligne pointillée horizontale, ce qui délimite au-dessus de lui l'hémisphère supérieur du ciel qui le coiffe comme un bol renversé, et l'hémisphère inférieur sous ses pieds que lui cache sa terre natale. En perpendiculaire à cet horizon se dresse le méridien avec en bas le fond du ciel, FC, et en haut le milieu du ciel, MC. Dans les 24 heures, le Soleil en fait le tour, passant en heure astronomique locale à minuit au fond du ciel, se levant le matin à l'horizon est ascendant, culminant à midi au milieu du ciel, et se couchant le soir au descendant déesse pour revenir au fond du ciel le lendemain à 0 heure. Voyez où se trouve le soleil de Bonaparte qui est représenté par le rond, un point entouré du cercle. On voit en effet qu'il s'approche du milieu du ciel. Or ce soleil est personnel car il est un soleil du 15 août posé à 22 degrés du signe du lion. Il existe des affinités entre l'astre et le signe, plénitude solaire des flamboiements du cœur de l'été, l'astre central étant dit être dans son trône, dans le lion, outre qu'il est en position culminante. Voyez la suite des diverses positions planétaires en suivant le sens du mouvement solaire de la journée. On commence par rencontrer en bas la Lune, présentée en croissant lunaire. Ici, elle approche de son plein à 29 degrés du Capricorne, signe qu'occupe également Pluton au 13e degré. Arrive ensuite Jupiter à 15 degrés du Scorpion, auquel s'approche l'ascendant, point de l'horizon qui se lève, lui-même dans le signe. De là se présentent les astres au-dessus de l'horizon, tour à tour, Neptune et Mars à 12 et 8 degrés de la Vierge, au-delà du Soleil, Mercure lui-même, en sortie de culmination à 6 degrés du Lion, Saturne et Vénus à 26 degrés et 7 degrés du Cancer, et pour finir, Uranus à 11 degrés du Taureau, à l'approche du coucher. Alors, tu viens de nous donner là les positions des planètes dans les signes, mais il y a aussi ce qu'on appelle les aspects interplanétaires qui sont représentés dans une carte du ciel par des lignes continues ou pointillées. On les voit d'ailleurs dans la figure. Oui. Il est naturel de comprendre que Mars et Neptune, à 4 degrés de distance l'un de l'autre, forment une conjonction. De même que vous voyez Jupiter qui va se lever et Uranus qui va se coucher
sont en opposition l'un de l'autre. Là, tu nous as fait la présentation du thème, le descriptif, mais est-ce que tu pourrais nous en dire davantage? Qu'est-ce qui se dégage au niveau de la personnalité de Napoléon à la lecture de tout cela? Alors, ces répartitions d'astres autour du cercle symbolisent le pluralisme des instances de la personnalité humaine. Configuration générale assimilable à la table ronde d'un conseil d'administration de société où se répartissent autour d'une table ronde divers actionnaires composant entre eux une constellation de rapports harmoniques et dissonants. Ainsi nous vivons-nous intérieurement. Alors ces astralités frappent par un contraste extrême avec la cohabitation exceptionnelle de deux super configurations opposées. D'un côté, son Mars est le foyer d'une convergence de 12 harmoniques majeures, parmi lesquelles 5 martiennes, sa position coiffant en quelque sorte la voûte d'un temple. Cette configuration martienne est unique en son genre dans tout notre millénaire écoulé, et elle se hisse à un sommet inégalé comparé à l'ensemble martien des grands militaires qui ont fait parler d'eux depuis plusieurs siècles. On ne pouvait avoir une meilleure signature martienne de son génie militaire. Mais, malgré ce Mars exceptionnel, l'épopée napoléonienne de la Grande Armée n'en a pas moins fini tragiquement. Car, d'un autre côté, pour la signature de l'homme d'État, se présente aux angles du ciel un triangle rectangle où s'affrontent Jupiter qui se lève et Uranus qui se couche, tous deux en perpendiculaire du soleil du lion culminant. Là aussi, avec un tel triumvirat, se présente un record de surpuissance, mais cette fois en dissonance. Hélas, rien ne pouvait mieux symboliser ce géant victime d'une hypertrophie d'ambition jusqu'à en arriver à l'éclatement de son œuvre. Si tu veux bien, André, allons au-delà de la signature caractéristique du personnage pour en percevoir la diversité dans l'éventail de ses situations existentielles. Cette différenciation de psychologie concrète puise dans le symbolisme de l'espace. Ainsi, le plan horizon pose une dialectique de l'ego et de l'autre. Si l'on attache tant d'importance à l'ascendant que l'on assimile à une composante du moi, c'est que le lever d'astre qui s'y déroule est passage actif d'un dessous à un dessus, comme pour le soleil, celui de la nuit au jour. Valeur d'accès à la lumière, de prise en main de soi concrète, consciente et volontaire, avènement à soi-même avec le dégagement de son autonomie. Alors qu'en face, au descendant, les valeurs de coucher composent l'état réceptif d'un consentement au dépassement de soi, dans l'acceptation de son complémentaire, ce lieu étant celui de l'accouplement du mariage. De la même façon, le méridien est clairement explicite. Le fond du ciel, sous nos pieds, est le lieu de nos racines, de notre souche familiale, environnementale, avec la condition de nidification, bref, un syncrétisme du parental et du domiciliaire, tandis que le milieu du ciel est l'axe de projection ascensionnelle, si bien exprimé quand on se dresse dans la société, qu'on se lève dans sa carrière, qu'on se hisse au sommet de sa condition, ce qui donne sur 12 secteurs des conditionnements qui sont précis, qui permettent en fait de faire une psychologie concrète. D'accord, mais alors, un individu est constitué de points de force et de points, je dirais, de faiblesse. Alors, tu as dégagé les points de force de Napoléon, est-ce qu'on pourrait également voir les points de faiblesse du personnage? On les voit se dégager d'autant plus qu'il existe un contraste entre l'un et l'autre. Alors, on trouve la faiblesse dans le thème de Napoléon avec la position de la Lune. Sa Lune est dissonée dans un signe et en opposition de Saturne, dans ce qu'on appelle le secteur 3, près du fond du ciel, en bas. Napoléon a toujours été un petit garçon d'une insigne faiblesse avec sa famille,
en particulier avec ses frères et ses sœurs. Outre que sa relation déficitaire avec les deux impératrices, Joséphine qui le bafoue amoureusement d'une façon éhontée, et Marie-Louise qui l'abandonnera lamentablement en le rayant même de sa mémoire. Alors qu'en face, tout est en haut, avec le Soleil, Mercure et l'assistant de toutes les configurations martiennes. Le contraste est frappant. Donc là, c'est une présentation, je veux dire, psychologique du personnage, avec tous ses points de force, ses points de faiblesse. Qui sont très contrastés. Tout à fait. Mais l'astrologie aussi permet de pouvoir lire l'évolution d'un sujet dans le déroulement de sa vie. C'est ce qu'on appelle l'astrologie prévisionnelle. Oui, bien sûr. Alors, donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le déroulement de carrière du petit Corse? Il y a différents systèmes de prévision. Le plus simple des procédés prévisionnels consiste à revenir aux éphémérides astronomiques pour suivre le cours des astres dans le temps. Aujourd'hui, octobre 2011, poursuivre le cours des astres dans le temps et de comparer leur passage avec les positions fixes de la naissance. Il s'agit du procédé des transits. Alors, est-ce que tu peux tenter une application avec le thème de Napoléon? Tentons donc une application avec le thème de Napoléon. Alors, à regarder cette figure, on voit que la trajectoire de son règne s'échelonne tout à la fois sur un hémicycle de Saturne, d'un point à l'autre de son méridien, et sur un cycle entier de Jupiter par rapport à son Soleil. Au coup d'État du 19 décembre, le 10 novembre 1799, qui lui octroie le pouvoir de premier consul, Saturne céleste, dont le cycle est trentenaire, est alors à 10 degrés du Lion, c'est-à-dire à quelques degrés de son milieu du ciel, lieu d'élévation par excellence. Et on le retrouve juste en face, à 11 degrés du Verseau, sur son front du ciel, lieu de fin ou de renouveau, ici de chute, lorsqu'il signe sa seconde abdication à Fontainebleau le 22 juin 1813. Dans cet encadrement opère également le cycle diodénaire de Jupiter, il fait son tour tous les 12 ans. Le 29 juillet 1802, lorsque le Sénat proclame Bonaparte premier consul à vie, sa conquête du pouvoir est définitive, Jupiter, à 8 degrés de la Vierge, vient de transiter son Soleil, entre parenthèses, l'astre tête à 3 degrés de lui, le 10 août précédent, un plébiscite en avait décidé. De même qu'il est revenu à 3 degrés de la Vierge, le cycle est bouclé, transitant cette fois un Soleil dissonné par Uranus, lorsqu'il a été battu à la bataille des Nations de Leipzig le 19 octobre 1813, où son pouvoir a été brisé. Là, c'est une application de ce qu'on appelle la technique des transits que tu viens de nous faire, à partir de la lecture des éphémérides. Oui. Donc, c'est vrai qu'à t'écouter, le procédé apparaît très très simple. Oui. Hein, maintenant, je dis bien apparaît. Après, il est pur en principe. Ouais. Les astres qui se déplacent dans l'environnement céleste, en touchant au passage telle position natale, ont fait d'éveiller les tendances potentielles de la configuration en question. On imagine Vénus à tel endroit, elle est un potentiel de l'affectivité, en particulier amoureuse. Et alors, l'astre qui transite définit un mode qualitatif et quantitatif du phénomène en cours. Ces passages, par exemple, passage sur Vénus, renouvellent les sentiments. Il relance la vie du cœur, la vie affective. Sur Jupiter, c'est au contraire les ambitions, les intérêts qui sont animés en quelque sorte. Mais quant à définir de quelle façon cela sera vécu, c'est une toute autre affaire. Et c'est là qu'on rencontre les limites de son savoir. Le verbe de la tendance vénusienne ou jupitérienne peut se définir qualitativement, ce qui a le mérite de donner un sens à ce qui se déroulera, mais sans toutefois que soit précisé l'objet ou la situation qui le motive. Une essence ou une valeur du vécu est perçue, l'existentielle elle-même, nous échappons plus ou moins. Alors, on va revenir un petit peu plus vers aujourd'hui, André. On va quitter un peu
Napoléon. Les États-Unis viennent d'élire un nouveau président, dernièrement, Barack Obama, qui, selon l'état civil, est né à Honolulu le 4 août 1961 à 19h24. Alors, comment se présente son thème astrologique? Il est facile après coup, maintenant qu'on sait où il en est arrivé, de dire combien brillant est son thème. Mais on conviendra, étant établi que les passages astraux aux angles du ciel sont ce qu'il y a de plus fort, que sur ce point, notre bonhomme est comblé. Car dans le Lion, le soleil vient de se coucher, suivi d'Uranus qui le fait à son tour, tandis que de son côté, la Lune passe au méridien, qui est un facteur de popularité par excellence, outre que cette Lune est au trigone, c'est le meilleur aspect qui soit, de Jupiter qui, lui, sort de son lever. Cette somme est porteuse d'une richesse de vie que l'on peut comprendre que ce noir soit devenu président des USA et même que le monde entier ait salué son élection. Alors, puisque nous sommes avec Barack Obama, continuons. Alors, clin d'œil du destin, André. Le 20 janvier 2009, Barack Obama va entrer à la Maison-Blanche. Y a-t-il des configurations particulières ce jour-là? Effectivement, le soleil de ce jour-là, à 0 degré du Verseau, va passer sur son Jupiter natal, juste sur ce degré zodiacal. Et alors que Jupiter céleste, à 3 degrés du signe, vient lui-même de le transiter. Il sort de son élection. Cela n'augure-t-il pas une présidence bénéfique? On est enclin à le croire pleinement. La qualité de l'homme s'y prétend particulièrement. Mais alors, tout ceci soulève une question qui est l'éternelle question à laquelle tu as dû être souvent confronté, qui est celle du libre arbitre et du déterminisme. Il y a du moins des choses que nous croyons savoir, malgré tout. Par exemple, s'il avait régné un déterminisme astral absolu, ou très puissant, jamais l'astrologie n'aurait pu être niée. L'évidence se serait imposée. C'est clair, nous ne sommes pas des marionnettes dont les astres tireraient les ficelles, comme Atlas écrasé par le fardeau du ciel. On ne discute que ce qui prête à contestation. C'est justement parce qu'elle est rejetée depuis le cartésianisme que le doute à son sujet a valeur représentative, même si les raisons de ce refus sont discutables. Sa vérité, si l'on peut dire, participe d'une contradiction qui se débat, et c'est à nous, astrologues, d'en apporter la lumière. Il est sûr que son rejet officiel est une fausse solution qui nous prive du savoir, de sa connaissance, du particulier, du sujet, la science se livrant à celle du générique. Surtout dans le monde de la matière. Mais l'idée force qui la sous-tend se charge d'empêcher l'esprit de l'homme de renoncer à elle. L'être humain a son jour et sa nuit. Le jour de sa conscience d'homme libre qui s'appartient en toute lucidité échappe en grande partie à ses astralités. Plus cette instance de la personnalité est forte en lui, et moins l'individu est sensible à ces configurations qui s'apparentent en quelque sorte à son être et auxquelles il se sent forcément étranger. Que peut venir faire l'astrologie dans sa vie, à laquelle il ne peut croire? Ce qui diffère de l'être humain en bain de nuit profonde, davantage à l'écoute de son psychisme, au diapason de son âme, autrement plus sensible au tempo de son horloge astrale. Il faut rappeler l'adage « Le sage régit son étoile, l'ignorant est régi par elle ». Et ceci en raison de la maxime première « Astra inclinant, non nécessitant », parce que les astres ne déterminent pas, ils expriment. La détermination ne vient pas d'en haut, car elle est en nous.
C'est dans ton cœur que sont les étoiles de ton destin, disait Schiller à son Wallenstein, trop ficelé à ses astres. Oui, oui. Mais dis-moi André, on a eu l'occasion de discuter assez souvent. Tout astrologue doit en revenir à son propre thème, n'est-ce pas? C'est vrai. Et donc, ce que tu viens de nous dire là, est-ce que ça ne relève pas d'un natif de la balance que tu es? C'est l'opinion d'André Barbeau, voilà, astrologue. Oui. Natif du signe Alors, de la balance. Je ne saurais le contester. Oui. C'est là le point de vue de mon tempérament, et il vaut ce qu'il vaut. N'empêche que j'en suis arrivé à conclure que, étant autant créateur que créé, ce n'est pas la configuration en soi qui est la chose la plus importante, mais ce que l'on en fait, dans la liberté plus ou moins relative d'en user selon sa conscience, plus conséquente que la charge astrale elle-même, avec son potentiel donné qu'elle exprime, est finalement la qualité du rapport que l'on entretient avec elle, à la manière d'un sol natal et d'un jardinier, partie de soi astralisée et être réactif, source et cause de soi-même. Le préjudice majeur étant de vivre à contre-courant de son flux vital, en ignorance de ses ressources intérieures, ou le refus de la part secrète de soi-même, alors que l'on contribue au mieux à sa réussite et à son accomplissement en s'alignant le plus harmonieusement possible aux puissances de la nature qui siègent au plus profond de sa constellation natale. Oui, donc, au-delà de cette astrologie, je dirais, prévisionnelle, qui au départ peut être très séduisante et peut attirer, l'astrologie, c'est aussi un outil de connaissance, en fait, et surtout. Oui. Ben, ça mène à une certaine philosophie. Oui, de sagesse. De sagesse, plus exactement. Ouais. Merci du mot final.